Pour cette première édition de présentation sur les commodités. Aujourd'hui, nous parlerons des métaux précieux et plus particulièrement de l'or et du palladium. Alors, comme petite accroche, est-ce que vous savez ce que Lydia est? Lydia, c'est une application de paiement qu'on utilise beaucoup à l'ISEG. Donc, elle a pris son nom en fait d'un ancien empire en moins 700 avant Jésus-Christ, dans l'actuelle Turquie. Et en fait, c'était le berceau des pièces d'or et de monnaie. C'est là-bas qu'ils ont vraiment commencé à en faire beaucoup. Et donc, voilà, c'est donc ça qu'est Lydia. Bon, vous nous connaissez déjà. Moi, je suis Vincent, en master Asset and Risk Management, avec Clément, qui est en IBE, et C'est Éloi, ça. en première année. Donc, on va faire une rapide introduction sur le monde des métaux précieux et des commodités. Enfin, des commodités d'abord et ensuite des métaux précieux. Et après, on se plongera dans l'or et le palladium, où on verra du coup la demande, l'offre. On verra plus en détail certaines branches de cette demande. Et on vous fera un petit forecast de quels sont les drivers qui poussent les prix et comment on pense que les prochains mois, les prochaines années vont se dérouler. Ok, du coup, vu qu'on est la première équipe à parler des commodités, on s'est dit qu'on allait faire quand même une présentation un peu overall d'abord sur qu'est-ce qu'une commodité et toutes les commodités. Et du coup, on vous a mis ce tableau pour vous montrer le retour sur investissement possible ces 10 dernières années en fonction de la commodité que vous avez par exemple investi dessus. Ouais, top. Et du coup, bah, vous pouvez voir toutes les différentes commodités. Elles ne sont pas toutes là, mais il y a quand même une grande partie, donc aluminium, coal, copper, corn, pétrole, voilà, toutes celles qui sont là. Et donc, si on peut jeter un petit coup d'œil, par exemple, aux plus intéressantes, on peut voir que le pétrole, c'est tout ou rien quasiment. On voit que c'est soit très haut dans le classement, soit très bas, avec 2011 très bas et après 2012 très haut. Non, l'inverse, 2011 très haut, 2012 très bas. Après, vous avez d'autres choses comme l'or qui est quand même une valeur refuge et qui donc occupe quand même plutôt une bonne place. Et enfin, mon petit bébé, le palladium, qui est top 5, qui est premier ces 5 fois ces 10 dernières années et qui occupe la meilleure position depuis ces 3 dernières années. Ok, donc dans l'univers des métaux, plus précisément, donc là vous avez un tableau périodique qui vous montre tous les éléments qui existent et j'ai encadré les métaux pour lesquels il existe des contrats futurs. Donc il y a d'autres métaux qui sont échangés, simplement ils ne sont pas standardisés parce qu'ils sont beaucoup moins communs. Euh, En rouge, vous avez tous les métaux qui sont dits non ferreux, donc ce sont des métaux de base qui sont utilisés dans l'industrie principalement. En jaune, du coup, les métaux précieux, les quatre, donc le palladium, l'argent, le platine et l'or. Vous avez les métaux ferreux, donc c'est tous ceux qui sont à base de fer. Et ce n'est pas exactement le fer qui est échangé, mais en fait, ce sont différents grades d'acier. L'acier, c'est un métal c'est un alliage de fer et d'autres choses, mais il y a différents grades de qualité et donc pour chacun de ces grades, il y a des contrats et des prix. Et aussi, il y a des métaux dits mineurs comme le cobalt et le molybdénum qui sont assez peu utilisés. Par exemple, le molybdénum, c'est un métal qu'on utilise pour fabriquer de l'acier, donc mélangé avec du fer. Voilà. Et il en existe des nouveaux qui sont rajoutés, je n'ai pas envie de dire tous les jours, mais régulièrement. Et le cobalt et le molybdénum ont été ajoutés en 2008, donc vraiment assez récemment en fait, selon les besoins de l'industrie. Donc maintenant, on va se concentrer sur les métaux précieux, donc les quatre que je viens de citer. Ici, vous avez la performance de ces métaux cette année. On peut clairement voir que l'or est une valeur beaucoup moins volatile que les autres. Et on voit aussi clairement la dislocation qu'il y a eu en mars lors du crash. On voit aussi que ça a fait des extrêmement bons retours. Et le pic a été atteint en août. Depuis, l'or est pas mal descendu, comme l'argent aussi. Voilà, on reviendra là-dessus. Alors, l'or, c'est une valeur très particulière. Il y a une histoire et une culture associée à l'or. Et je me suis demandé pendant mes recherches pourquoi est-ce que l'or était tellement enfin, euh, accepté comme monnaie partout autour du monde, alors que on peut se demander pourquoi est-ce qu'on a choisi ce caillou plutôt qu'un autre. Il y en a qui sont plus rares. Par exemple, juste avant, on a vu le palladium. Le prix du palladium est plus important que le prix de l'or. Donc, on pourrait se dire, bah, pourquoi ne pas utiliser le palladium? C'est plus rare, c'est plus cher. Et en fait, j'ai compris que euh, l'or est vraiment reconnaissable.
par sa couleur, sa densité et même son acoustique apparemment. C'est-à-dire que tu tapes dedans, ça fait un bruit particulier qui est reconnaissable. Donc à travers l'histoire, ça a été une valeur facile à identifier et c'est pour ça que tout le monde lui a fait confiance. Et donc quand Christopher Colomb a débarqué en Amérique, les Aztèques avaient déjà plein d'or. Le monde arabe aussi a été très fan de l'or. En Inde, en Chine, partout autour du monde, les gens ont adoré l'or, voilà, notamment pour l'utilisation qu'on peut en faire en bijouterie. Et donc, c'est pour ça que ça a servi pour renforcer les monnaies. Et pendant très longtemps, le dollar, notamment, s'est servi de l'or ou de l'argent comme collatéral, en fait. C'est-à-dire que tu pouvais échanger un billet de 1 dollar contre la valeur de 1 dollar en argent en allant dans une banque. Voilà. Aujourd'hui, ça n'existe plus, mais les banques centrales utilisent toujours l'or pour stocker de la valeur. On y reviendra après. Donc maintenant, on va voir quelques chiffres à propos de l'or. Donc, il y a 305 milliards d'or qui sont échangés environ chaque année, ce qui en fait la huitième matière première la plus échangée. Le plus gros exportateur et importateur, c'est dans les deux cas la Suisse. Et il y a 2 tiers de l'or mondial qui est affiné en Suisse. Et c'est donc pour ça que la Suisse, c'est le plus gros à la fois exportateur et importateur. Ensuite, sur la carte en bas, en fait, on peut voir les nets importateurs et les nets exportateurs. Et donc, on voit que les plus gros importateurs, c'est la Chine et l'Inde avec 37 et 32 milliards. Et ceux qui ont la plus grosse exportation, c'est l'Afrique du Sud et l'Australie avec 18 et 16 milliards. Voilà. Donc ensuite, par rapport aux importations et aux exportations, donc on voit que dans les deux cas, il y a la Suisse et le Royaume-Uni qui ressortent. Mais le plus intéressant, c'est de se concentrer sur, donc comme on l'a vu juste avant, la Chine et l'Inde qui sont les plus gros importateurs, avec 12 et 10% du marché. Et les plus gros exportateurs, donc c'est le phénomène inverse avec l'Afrique du Sud et l'Afrique du Sud et l'Australie qui en exportent beaucoup. Donc concernant la demande et l'offre de l'or, donc la demande elle provient principalement de 3 domaines, donc les bijouteries, l'investissement et les technologies et l'industrie. Et l'offre, ça provient majoritairement aussi des mines de production qui produisent de l'or, mais aussi de l'or qui est recyclé et qui compose quand même une grande partie. Et on voit que depuis maintenant 10 ans, l'offre de l'or est à peu près similaire depuis 10 ans. Donc concernant la production d'or, là vous avez sur le graphique de gauche l'or, le coût de production en 2018, donc en bleu foncé, et en 2019 en bleu un peu plus clair. On voit que pour les producteurs, ça reste rentable parce qu'aujourd'hui, l'once d'or s'échange à peu près 1800 $. Et là, on voit que tous les producteurs sont à moins de 1800 $, donc ça reste rentable pour eux d'en produire. Et sur le graphique de droite, ça montre les pays qui produisent le plus d'or en 2019. Et donc en premier, la Chine, ensuite la Russie et pour compléter le podium, l'Australie qui produisent entre 350 et 400 tonnes d'or. On va se plonger un peu plus dans le détail dans la demande pour l'or. Donc avant, Éloi vous a montré grossièrement qu'est-ce qui compose. Là, on va essayer de remontrer un peu historiquement et voir comment changent ces tendances. Donc on a bien évidemment la bijouterie qui historiquement est la raison pour laquelle on utilise l'or et qui occupe à peu près 50% de la demande, mais moins, surtout cette année, comme vous pouvez le voir, puisque en Inde et en Chine, et qui sont les plus gros demandeurs d'or, la demande s'est effondrée, notamment à cause des mariages qui ont été repoussés. On a la technologie, donc ça c'est l'industrie. C'est surtout composé d'électronique et un tout petit peu aussi de prothèses dentaires et autres. Voilà, donc ça par contre c'est très stable, la demande change peu. L'investissement, on va s'y intéresser beaucoup plus. Donc là, c'est tout ce qui est investissement, spéculation. Et dernièrement, les banques centrales.
qui achètent ou vendent de l'or, mais en réalité, elles font quasiment que acheter. Il n'y a qu'en 2020 où on est quasiment à zéro, en fait. On ne voit même plus la couleur. Parce qu'elles ont. Ça dépend de quelle région du monde on parle. Les pays émergents continuent à acheter alors que les pays développés sont en train de vendre en ce moment. Voilà. Donc, on revient sur ce que je disais. L'Inde et la Chine font à peu près la moitié de la demande donc pour la bijouterie, donc la consumer demand, chaque année. Cette année, du coup, cette demande s'est effondrée, mais il représente toujours 50%. Donc, c'est pour ça que si vous voulez investir dans l'or, il faut vraiment s'intéresser à pourquoi est-ce que les Chinois et les Indiens achètent de l'or. C'est vraiment une question de culture. Et par exemple, en Inde, la demande pour l'or est de 0,5 grammes par personne. En France, c'est 0,2 grammes. C'est-à-dire qu'en fait, les Indiens ont plus d'or que nous. Voilà. Je trouve que c'est intéressant parce qu'on peut regarder PIB par habitant, on doit avoir un facteur 10 de différence, alors qu'en fait, ils ont plus d'or que nous. Donc, culturellement, ils sont vraiment fans d'or. Voilà. En ce qui concerne l'investissement maintenant, les produits financiers qui investissent dans l'or, donc les ETF ou ETP, c'est la même chose, ont pris beaucoup d'ampleur ces années récentes et notamment en 2020. On le voit sur le graphique de droite où dans les derniers quarters, on a eu beaucoup plus de demandes pour ce genre de produits. Et c'est ça qui a vraiment poussé le prix de l'or ces derniers mois. Voilà. Ici, on voit notamment en 2013, quand le cours de l'or s'est effondré, que tous les investisseurs ont cherché la porte de sortie. Ces ETF, j'ai trouvé très intéressant de noter qu'en fait, ils sont vraiment énormes. Alors, comment est-ce qu'ils fonctionnent? Quand vous donnez de l'argent à un asset manager comme State Street ou BlackRock, ils vont investir cet argent dans de l'or et l'or, ils vont le garder dans des coffres forts à Londres, à New York, à Toronto, par exemple. Et donc, ces quantités d'or sont en fait vraiment phénoménales. Et notamment, ça, c'est un fonds, donc un ETF qui s'appelle GLD, qui fait la taille, en gros, des réserves d'or de banques centrales de pays assez respectables. Par exemple, l'Inde ou le Japon ont moins d'or que ce fonds. C'est juste un fonds, hein, il y en a plein d'autres. Voilà. Et donc, je trouvais que c'était intéressant de noter ça. Et aussi, avec du coup leurs 1258 tonnes d'or, qui valent à peu près 80 milliards, donc ça fluctue évidemment, ils arrivent à produire un revenu de 300 millions de dollars par an. Donc, je voulais vous montrer que c'était une industrie assez massive. Donc ensuite, pourquoi les banques centrales elles achètent de l'or? Premièrement, parce que c'est une valeur qui est sûre et qui n'a pas de risque de défaut. Par exemple, comparé à des obligations où là, il y a un léger risque de défaut. Même dans des mauvaises conditions financières, l'or, elle garde la confiance et elle monte parce que c'est considéré comme une valeur refuge. Elle est toujours liquide et elle permet de diversifier les risques. Et donc, comme on peut le voir sur le graphique juste en dessous, ça représente la quantité d'or que les banques centrales ont en réserve. Donc, les premiers, c'est les États-Unis avec 8000 tonnes. Ensuite, l'Allemagne et le FMI. Donc, pour vous donner une ordre d'idée, les banques centrales, en tout, elles possèdent 34 000 tonnes d'or par rapport aux 190 000 tonnes d'or dans le monde. Et donc, ça représente à peu près un peu moins de 20% des réserves totales d'or. Alors, pour les drivers du prix de l'or, c'est les monnaies, la valeur des monnaies, notamment l'US dollar, mais aussi d'autres devises. Ça va dépendre de la stabilité du marché et de l'économie en fonction de s'il y a de l'inflation, s'il y a une crise, que le marché n'est pas serein, alors le prix de l'or va fortement varier. Et enfin, ça va dépendre de l'offre et de la demande. En fonction de la production dans les mines et de la demande de l'or, alors le prix de l'or va varier. Donc là, sur le graphique de gauche, vous avez le prix de l'or en fonction des taux d'intérêt réels aux USA pendant 5 ans. Donc on voit qu'il y a quand même une forte corrélation entre les deux, mais que depuis très récemment, il y a une divergence entre les deux et que les taux d'intérêt qui sont représentés par la graphique dans les ordonnées de gauche, donc plus les taux d'intérêt diminuent, plus le prix de l'or diminue. Donc, parce que c'est une échelle un peu inversée à gauche.
Et donc, en fait, on pourrait s'attendre à ce que le prix de l'or remonte pour revenir au même niveau que les taux d'intérêt réels aux États-Unis, mais ça pourrait très bien être l'inverse avec les taux d'intérêt qui diminuent. Et ensuite, pour un forecast, donc, on a fait deux scénarios, un scénario bullish, un scénario bearish. Donc, pour le premier scénario bullish, euh, là, sur le graphique de droite, donc, vous avez le cours de l'or. Et on s'est dit que ce qui pourrait faire monter le cours de l'or, c'est si le vaccin n'est pas aussi efficace que ce qu'on pensait, ou alors parce que le vaccin ne nous protège pas pendant assez longtemps, ou alors parce que la population ne veut pas se faire vacciner, alors on aurait encore le Covid qui sera très présent. Et le taux d'inflation aussi qui va jouer parce que depuis le début de l'année, les banques centrales, elles ont beaucoup dépensé. Et donc, s'il y a de l'inflation, c'est favorable à la remontée du cours de l'or. Et donc, c'est ce qui pourrait faire varier l'or à la hausse. Donc, Éloi vous a expliqué, vous a donné un tas de raisons qui pousseraient l'or à remonter. Moi, je vais vous donner des raisons qui pousseraient l'or à descendre. Donc, comme dit, on a trouvé un vaccin. Donc, le Covid n'est pas encore derrière nous, mais on commence à en voir la fin. On s'est aussi rendu compte que l'économie était plus résiliente que ce qu'on pensait. Apparemment, on ne va pas avoir une dépression comme en 1933. L'inflation a l'air assez limitée, bien que les banques centrales inondent les marchés d'argent. L'inflation a l'air pour l'instant assez maîtrisée. Donc, en fait, l'or, qui est donc une valeur refuge, en fait, a moins d'intérêt que ce qu'on pensait mi-mars, quoi. Aussi, on se rend compte qu'il y a une rotation de l'or vers d'autres métaux, notamment l'argent et le platine, et qui sont des métaux qui sont donc utilisés, eux, plus pour des raisons industrielles que spéculatives. Enfin, pour les deux, mais leur raison industrielle, en fait, serait utile ici, puisque pour la post-pandemic recovery, on va avoir besoin de plus d'argent et plus de platine. Et donc, ce seraient des raisons qui pousseraient ces métaux-là à grimper. Et donc, on a une rotation de l'or vers ces métaux qui serait donc maintenant plus attrayant. Voilà. Ici, on vous a récapitulé comment investir dans l'or pour vous donner quelques idées. Donc, on vous a montré quels sont les fondamentaux de l'offre et de la demande de l'or et quels sont les facteurs qui pourraient pousser le prix vers le haut, vers le bas. Maintenant, voici comment faire. Le plus simple à comprendre, c'est d'acheter l'or physiquement. Donc, soit tu achètes des pièces ou une barre d'or et tu la mets sous ton matelas, qui est très simple, c'est une exposition très directe au cours de l'or. Mais évidemment, ce n'est pas très pratique. Donc, ce qui est fait le plus souvent, et c'est ce qu'on parlait un peu plus tôt avec les ETF, c'est d'acheter de l'or physique à travers un produit financier qui gardera l'or pour vous dans un coffre-fort. Et là, les coûts sont connus à l'avance et donc c'est beaucoup plus facile à gérer et c'est aussi plus liquide. D'autres moyens de faire, c'est d'acheter à travers des produits dérivés, donc des options sur le cours de l'or ou des contrats futurs. Donc là, ce sont des produits dérivés, donc c'est des notions qui sont plus complexes à comprendre et qui aussi sont plus risquées parce qu'on peut utiliser des effets de levier. Il y a aussi des produits financiers, des ETN, c'est comme des ETF, où on peut avoir des effets inverses. Donc, c'est très pratique pour faire des paris contre le cours de l'or, par exemple, mais il y a beaucoup plus de risques et de volatilité et des risques assez complexes à comprendre, notamment le risque de contango, qui est un risque quand vous achetez des produits financiers qui investissent dans des contrats futurs. Une dernière solution, ce serait d'acheter directement les actions des entreprises qui minent de l'or, puisque le cours de leur action est directement corrélé avec le cours de l'or, évidemment, puisque c'est leur produit. Il faut noter que ces actions ont un effet de levier par rapport à l'or. Si l'or prend 1%, ces actions prennent en général plus que 1% et inversement. Donc, c'est plus risqué que d'acheter directement de l'or. Et là aussi, évidemment, vous avez la solution des ETF qui permet de diversifier un petit peu les risques individuels des entreprises. Voilà. Moi, ce que je vous recommande personnellement, c'est quand même d'acheter l'or en physique à travers des ETF. C'est beaucoup plus simple à comprendre.
C'est beaucoup moins risqué et les frais de management sont généralement assez faibles. Voilà, on va vous parler maintenant du palladium. Et c'est là que j'interviens. Du coup, nous avons décidé en deuxième métal de vous présenter le palladium parce que c'est quand même un peu moins connu et parce que c'est le métal à la mode en ce moment. Next slide, please. Du coup, très rapidement à propos du palladium, donc il a été découvert en 1802 par un physicien anglais William Hyde Wollaston, qui, lors d'un voyage en Afrique du Sud, a découvert ce très beau métal qu'à l'époque on appelait the worthless gold, donc l'or sans valeur, parce qu'on ne connaissait absolument pas son utilisation et que du coup, ça n'avait aucune vraie valeur. Aujourd'hui, il y a une demande qui est de 8,89 millions de doses de palladium et une offre qui est de 6,44. Et du coup, il y a un vrai shortage de palladium, oui, palladium de nos jours. Mais on voit quand même que toujours la demande et l'offre ont baissé tous les deux. Très rapidement à propos des key figures, donc les chiffres importants à savoir sur le palladium, ça représente 12,4 milliards de dollars d'échanges chaque année, donc 237e produit le plus échangé sur les marchés mondiaux. J'y reviendrai, mais le top exporteur, c'est la Russie et le top importeur, c'est les États-Unis. L'export a énormément augmenté ces dernières années, donc là c'est 2017-2018 parce que le produit est très demandé. Et enfin, après, chiffre aussi important, enfin intéressant, c'est le tarif moyen sur l'once de palladium qui est de 4,55%. Du coup, à propos des exports et des imports sur le palladium, du coup, d'abord les exports, les deux principaux exporteurs, Russie et Afrique du Sud, ils représentent quasiment 50% des exporteurs mondiaux. Ce sont deux pays qui ont énormément de leverage sur le prix du palladium et je reviendrai dessus après. Et au niveau des imports, la Germanie, l'Allemagne, pardon, et les États-Unis, parce que de palladium, j'y reviendrai aussi, utilisé principalement pour l'industrie automobile. Et le Japon aussi, du coup, avec son industrie automobile. Aussi, là, pareil, ça représente la même chose, juste en part de marché. Du coup, vous pouvez voir que l'Afrique du Sud, c'est quasiment 20%. Son voisin aussi, qui n'est cependant pas sur le graphe, je ne sais pas pourquoi, le Zimbabwe, très grand producteur de palladium, parce que de mêmes raisons géographiques, et du coup, important producteur de palladium. Et enfin, la Russie et les États-Unis qui produisent aussi une bonne partie du palladium mondial. Du coup, voilà, on peut voir que l'import et l'export de palladium a considérablement augmenté ces dernières années. Donc l'import est passé de quasiment en 2008 un tout petit peu au-dessus de 1 milliard, puis il y a une chute avec la crise évidemment des subprimes pour remonter au-dessus aujourd'hui de 3 milliards en import et finalement en export aussi en dessous de 1 milliard en 2008 pour ensuite maintenant arriver quasiment à 3 milliards en fin 2019 et c'est pas prêt de finir d'augmenter. Du coup, point très important, la demande. Quasiment 85% de l'utilisation du palladium, c'est pour faire des pots catalytiques pour voitures. Du coup, en fait, je ne sais pas si vous connaissez énormément en mécanique, mais les pots catalytiques, c'est ce qui permet de réduire la dangerosité des gaz qui sont générés par la combustion de carburant. En gros, dans le pot d'échappement, juste avant le pot d'échappement, il y a un pot catalytique et c'est ça qui permet de réduire la dangerosité des gaz. Et c'est aussi composé d'or, de platine et de rhodium, d'où aussi on peut faire un lien entre le palladium et au moins le platine et le rhodium, qui sont aussi des métaux de plus en plus utilisés dans l'industrie. Puis il y a évidemment les bijoux, la joaillerie, parce que le palladium est aussi très recherché. Quand il est peaufiné, c'est un métal blanc, transparent, très recherché, surtout en Asie. Et du coup, c'est pour ça que la Chine aussi est un très grand importeur de palladium pour son industrie de luxe. Et enfin, l'électronique qui représente moins de 5%, mais qui est aussi le troisième domaine le plus important au niveau du palladium. C'est pour tout ce qui va être carte mère, puce pour téléphone. Dans votre iPhone, si vous avez un iPhone, vous avez à 100% du palladium, mais aussi, comme vous savez, évidemment, de l'or. Puis voilà, point très important, c'est les pricers de la demande. Donc d'abord, le futur de l'industrie automobile. Comme je l'ai dit, 85% du palladium, c'est utilisé pour l'industrie automobile. Du coup, on pourrait penser que vu que
L'industrie automobile est plus en train d'être en transition vers une industrie plus verte, entre guillemets, avec les nouvelles voitures électriques et oui, électriques principalement. On pourrait penser que le palladium serait de moins en moins utilisé, et pourtant c'est le contraire, parce que, dans les voitures actuelles, très utilisées, puis dans les prochaines, avec les nouvelles normes écologiques qui étaient passées par de nombreux gouvernements pour pouvoir construire des voitures toujours à diesel principalement, toujours des voitures à diesel, mais pour pouvoir produire moins de gaz à effet de serre et de gaz d'échappement, eh ben, il faut mettre plus de palladium et du coup encore une plus forte demande et de pression sur le marché du palladium mondial. Et ensuite, là où c'est aussi très intéressant, c'est que les voitures électriques aussi ont besoin du palladium. En effet, vu que les voitures électriques ont un moteur à moitié qui va compter principalement sur l'électricité, le moteur va chauffer moins vite. Et du coup, vu qu'il va chauffer moins vite et pour toujours respecter les normes anti-pollution, et ben les constructeurs doivent rajouter encore plus de palladium pour faire chauffer, un, le moteur plus vite et deux, encore réduire euh, les, euh, les, les gaz d'échappement. Puis, comme je disais juste avant, les deux gros pays qui ont du leverage sur le marché mondial et qui affectent de manière très importante le prix du palladium, un, la Russie. La Russie, c'est quasiment c'est un quart du palladium mondial. Et du coup, par exemple, on le verra juste après quand je le montre, mais à chaque fois qu'il y a de l'instabilité en politique ou que Vladimir Poutine s'amuse à faire quelque chose sur la scène géopolitique et qui prend des sanctions, le prix du palladium va être énormément impacté, comme on l'a vu en 2014, ou alors même à la fin des années 90, quand il y avait beaucoup d'instabilité politique en ex-URSS. Et enfin, évidemment, l'Afrique du Sud, un peu moins important aussi, mais qui représente à 20% du trafic mondial de la production mondiale de palladium. Et du coup, de nombreuses boîtes, l'Afrique du Sud en ce moment a beaucoup de problèmes avec son réseau électrique et du coup, de nombreuses mines ont dû mettre un stop temporaire au moins à leur exploitation de palladium. Et du coup, dès qu'il y a une grande panne sur un grand site minier, vous pouvez être sûr que le prix du palladium va être sévèrement impacté. Du coup, voilà, ça c'est l'évolution du prix du palladium, donc de l'once de palladium depuis quasiment avant même 92. Du coup, je vous attire principalement d'abord au premier pic en 2000. Premier pic en 2000, c'est lorsqu'il y avait beaucoup d'instabilité en Russie, comme je l'ai dit juste avant, et que du coup, on ne savait pas si l'ex-URSS allait pouvoir maintenir son exploitation de palladium. Et du coup, beaucoup de fabricants automobiles avaient fait des énormes stocks. Et malheureusement, surtout pour Ford, lorsque la Russie a réussi à montrer que sa production de palladium allait faire l'affaire, et ben les cours se sont écroulés. Et par exemple, Ford a perdu quasiment 1 milliard en ayant 1 milliard de dollars à l'époque parce qu'ils avaient trop stocké de palladium en prévoyance d'une potentielle crise. Puis aussi, on peut voir la crise évidemment dans les subprimes au niveau de 2008. Et enfin, aussi, on peut voir plein de petits pics entre 2014 et 2016. C'est après l'annexion de la Crimée, beaucoup de sanctions contre la Russie qui ont aussi fait peur aux investisseurs. Du coup, euh, à chaque fois, des petites montées de prix, mais aussi tout de suite, la Russie a montré que, au final, ils arrivent à 100% à garder leur production de palladium. Et du coup, à chaque fois, les prix redescendaient. Et honnêtement, après les subprimes et jusqu'en quasiment 2000, ouais, mi-2016, les prix étaient assez stables. Et ensuite, c'est vraiment là une flambée des prix jusqu'au confinement, où il y a une vraie chute, mais que ça a quand même bien remonté après. Et là, c'est un petit peu plus compliqué à expliquer. Il y a d'abord le fait que le palladium est devenu quasiment comme l'or, une valeur refuge, après avoir vu que son cours montait autant. Les gens se sont rués sur le palladium en la voyant presque comme une valeur refuge, mais aussi évidemment l'implantation de nouvelles normes écologiques qui fait que même avec une industrie automobile transitaire, en transition, pardon, et on se rend compte que le palladium va toujours être nécessaire et que vraiment c'est le métal à avoir dans son portefeuille. Du coup, très rapidement, sur les forecasts, donc les prévisions, au niveau du trade, comme je l'ai dit, ça va continuer à augmenter. Bon, là, c'est un peu biaisé parce que
Ça vient de OEC World, comme le fameux site. C'est un peu biaisé parce que la montée devrait quand même à un moment ralentir et on devrait plus être sur toujours une tendance haussière claire, mais toujours une valeur qui va plus retomber dans les normes pour essayer de rejoindre le nuage bleu que vous pouvez voir en diagonale. Et enfin, alors price forecast, comme je l'ai dit, vraiment, il faut vraiment parier sur le Palladium. Du coup, là, le prix actuel est à 2355 $ pour l'once de Palladium. On attend une constante augmentation du Palladium en 2021 qui va pouvoir arriver jusqu'à 2800, voire, on a écrit 300, mais c'est 3000 $ l'once de Palladium. Dans les 5 ans, on voit potentiellement monter jusqu'à 4000 $ l'once de Palladium. Et enfin, vraiment, les marchés sont quasiment. Vraiment, il y a un très bon pricing, je trouve, là-dessus. Mais les marchés tapent sur une potentielle augmentation au moins jusqu'à 2030. Et c'est là parce que c'est là qu'il y aura les premiers vrais chiffres les premiers vrais chiffres et les premières observations possibles sur le marché automobile, si les nouvelles voitures ont en effet permis de réduire le réchauffement climatique et du coup, peut-être potentiellement un shift du marché automobile vers d'autres types de voitures et du coup, il faudrait peut-être revoir l'utilisation du palladium. Et du coup, aussi, 4 autres points qui expliquent, bah, qui vont aussi résumer, mais surtout le point 4 sur lequel je veux, 3 et 4 sur lequel je veux ma- c'est important pour moi. En gros, comme je l'ai dit, la Chine, très grand importeur de palladium et les ventes de voitures en Chine ne font qu'augmenter. Comme je l'ai dit aussi, les rôles d'émissions, donc émissions carbone en Europe, aux États-Unis, en Asie, ont été fixés à 2030. Du coup, c'est là qu'on attend vraiment un potentiel shift. Et enfin, comme j'ai dit en tout d'abord, il y a toujours du shortage. Ça veut dire que la demande est toujours plus haut que l'offre. Et du coup, évidemment, ça tire le prix vers le haut. Et même si cette demande a tendance, cette shortage, donc cette pénurie a tendance à baisser, et bah, il y aura toujours une shortage parce que pour quasiment 1 million d'atomes sur Terre, il y a 0,00007 particules de palladium. Et enfin, aussi, évidemment, l'US dollar est un très grand leverage sur le prix du palladium. Et d'après un économiste américain, le dollar a un problème, c'est que, alors je ne sais pas comment on traduit en français, c'est le US Current Account. Et donc c'est vraiment, il explique comme la balance combinée des échanges de goods et services entre résidents américains comparés à des résidents dans d'autres pays. Et, et du coup, cette balance est en train d'exploser. Elle a pris quasiment 3,5 points cette année. Et ça pourrait entraîner, d'après ce même économiste, il faudrait que je retrouve son nom, ça pourrait entraîner le dollar à déprécier quasiment de 35%. Et du coup, les assets en dollars, oui, les commodités en dollars, eux, pourraient skyrocket, pourraient vraiment pour vraiment avoir des prix qui viennent toucher les plafonds et du coup qui vraiment ferait que le 4000 en 5 ans, en fait, ça serait ridicule comparé à ce qu'on peut potentiellement atteindre. Et du coup, juste une petite conclusion, comme l'a fait Vincent sur les potentiels investissements si vous voulez investir dans le Palladium. Il y a un ETF principal sur le Palladium, ça s'appelle le Aberdeen Standard Physical Palladium. C'est un ETF qui s'échange autour de 375 $ actuellement, qui est l'ETF principal si vous voulez acheter du Palladium. Et enfin, vous pouvez aussi, comme l'a dit Vincent, investir dans le Palladium en physique. Si vous voulez acheter un lago de Palladium, c'est possible aussi. Et ou alors, évidemment, investir dans les compagnies qui minent du Palladium. Et du coup, là, les 3 principales sont une russe qui s'appelle Norsilk Nickel, une américaine qui s'appelle Anglo-American Palladium et une autre américaine qui s'appelle Impala Platinum Holdings. Et du coup, ces 3-là, ce sont les 3 principales. Et elles sont toutes les 3 cotées en bourse. Et du coup, si vous voulez investir, c'est peut-être le moment. Voilà. Ok, donc on vous a fait une présentation, on vous a parlé de l'or, qui est une valeur historique, culturellement importante, euh, qui est importante depuis très longtemps et qui va probablement rester très importante pendant très longtemps aussi. Et d'un autre côté, le palladium, qui lui est un métal plutôt nouveau, qu'on a découvert il y a seulement 200 ans et qu'on utilise seulement depuis assez peu de temps. Voilà, donc on vous a donné 2 exemples de métaux précieux
pour vous faire découvrir l'univers des métaux investissables. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous voulez revenir sur des slides,